Oubliez les lasers et les super pouvoirs. Cette année, on sauve l'humanité avec une règle à calcul et un rocher qui chante. Imaginez, vous ouvrez les yeux dans une pièce d'un blanc clinique, entouré de machines qui bipent, votre mémoire est un disque dur formaté, vous ne savez plus qui vous êtes, ni comment vous vous appelez. Et le pire, c'est que vos deux seuls compagnons de chambrée sont des cadavres momifiés dans leur couchette. C'est sur ce point de départ brutal, presque horrifique, que s'ouvre Projet Dernière Chance. Très vite, on comprend que le sort de Ryland Grace, notre héros malgré lui, est lié à celui de l'humanité entière. Dehors, le soleil se meurt, une étrange bactérie spatiale surnommée l'astrophage est en train de grignoter l'énergie de notre étoile. Conséquence directe, une chute de la luminosité solaire qui condamne la Terre à une ère glaciaire, irréversible et une extinction de masse d'ici 30 ans. En tant que passionné de météo et amateur de scénarios catastrophes, je peux vous dire que le pitch fait froid dans le dos par son réalisme systémique. Grace est à 12 années-lumière de la maison, seul dans un vaisseau spatial, et il est le seul à détenir la clé pour inverser la tendance. C'est un huis clos spatial immense, une épopée solitaire, où l'on redécouvre en même temps que le protagoniste le but de cette mission suicide. Déclinez votre identité. Je m'appelle Ryland Grace. Je sors tout juste du coma. Je suis à des années-lumière de chez moi. Et je suis pas astronaute. Je suis pas astronaute. Je suis pas astronaute. Si vous ne partez pas, vous mourrez. Et nous aussi. Sur le papier, ce film, c'est tout simplement le All-Star Game de la science-fiction de ce début d'année 2026. On est sur un projet à plus de 200 millions de dollars, ce qui est devenu une rareté absolue pour de la SF qui n'est ni une suite, ni un reboot de franchise épuisée. Et derrière la caméra, on retrouve le duo Phil Lord et Chris Miller. Ces gars-là, ce sont des magiciens. Ils ont transformé des briques en plastique en chef-d'œuvre avec la grande aventure Lego et ont révolutionné l'animation avec le Spider-Verse. Les voir s'attaquer à une épopée spatiale sérieuse, c'était déjà une promesse de dynamisme et d'inventivité visuelle, mais le vrai gage de qualité pour les puristes, eh bien c'est la présence de Drew Goddard au scénario, c'est le cerveau derrière l'adaptation de Seul sur Mars, mais aussi un vétéran de Lost ou encore de Cloverfield. Autant dire que le bonhomme sait comment gérer une intrigue de survie et les mystères qui nous tiennent en haleine. Côté casting, c'est du très lourd aussi. Ryan Gosling revient dans un rôle central et c'est un vrai plaisir de le voir sortir de son registre mutique et ténébreux à la Drive pour incarner ici un personnage beaucoup plus nerveux et cérébral. Face à lui, enfin dans ses souvenirs terrestres en tout cas, on a Sandra Hüller. Depuis son triomphe dans Anatomie d'une chute, elle est devenue l'icône d'un cinéma exigeant. La voir ici en chef de projet impitoyable, prête à tout pour sauver l'espèce, eh bien ça donne au film une crédibilité immédiate. L'enjeu autour de ce film dépasse le simple divertissement. Dans un Hollywood qui croule sous le cynisme et les recettes faciles, Projet Dernière Chance fait figure d'anomalie. Un blockbuster original, complexe, basé sur un best-seller d'Andy Weir qui parie sur l'intelligence de son public pour remplir les salles. Un pari risqué, mais ô combien nécessaire, et espérons que ce soit payant, parce que comme on va le voir dès maintenant, ça valait le coup. Le soleil se meurt. Vous êtes le seul spécialiste qui peut comprendre ce qui se passe. Je suis juste prof au collège. Vous êtes docteur en biologie moléculaire. Je vais vous demander de nous suivre. Il s'agit du projet Dernière Chance. Le soleil n'est pas la seule étoile à mourir. Toutes les étoiles se sont contaminées entre elles, sauf une. Pourquoi? On n'en sait rien. Alors on a construit un vaisseau pour aller enquêter sur les lieux. C'est à 11,9 années-lumière. Nos astronautes, ils meurent en mission. On peut dire qu'il s'agit d'une mission coup de poker? Dernière chance, évidemment. Qui serait partant pour ce genre de plan? On va se dire les choses franchement, ça fait un bien fou de voir un film qui ne prend pas son public pour une bande d'illettrés. Si vous aviez aimé Seul sur Mars, vous allez être en terrain connu. Mais ici, on passe au niveau supérieur. On est en plein dans ce qu'on peut appeler de la hard SF, cette espèce de science-fiction qui s'appuie sur des concepts réels pour construire son intrigue. Ce qui est génial, c'est que la science ici n'est pas un simple décor ou une ligne de dialogue pour justifier un Deus ex machina. Non, ici la science, eh bien, c'est purement l'action.
science-fiction. Résoudre une équation de trajectoire ou comprendre le cycle de reproduction de l'astrophage, eh bien c'est aussi intense qu'une course-poursuite dans un Fast Furious. C'est ce qu'on appelle le competence porn, ce plaisir presque primaire de voir quelqu'un d'extrêmement doué résoudre des problèmes impossibles avec méthode, logique et un peu de système D. En tant que scientifique moi-même, j'ai particulièrement scruté la cohérence du délire. L'idée d'une bactérie capable de stocker une énergie phénoménale par le biais de la lumière et d'impacter le climat terrestre de manière aussi radicale, c'est évidemment un peu osé, mais ça tient la route, on va dire, narrativement en tout cas. Le film prend le temps d'expliquer, de montrer les échecs, les tâtonnements. On n'est pas dans la magie spatiale, on est dans l'expérimentation, et c'est là que le duo Lord et Miller fait des miracles. Ils parviennent à rendre une séance de microscope aussi cinétique qu'un combat de super-héros. On ressort de la salle avec l'impression d'avoir appris un truc, et surtout avec cette idée rafraîchissante que l'intelligence est l'outil de survie ultime. Mais l'intelligence humaine, aussi brillante soit-elle, a ses limites quand elle est confrontée à l'inconnu absolu. Et c'est là qu'intervient le véritable coup de cœur émotionnel du film, la rencontre entre Grace et Rocky. Sans trop en dévoiler, pour ceux qui auraient réussi à éviter les images de la promotion, la relation qui se noue entre notre biologiste et cet extraterrestre est la plus belle réussite de l'œuvre. Elle transforme ce qui aurait pu être un simple film de survie technique en un espèce de buddy movie galactique d'une sincérité désarmante. Oubliez les petits gris ou les créatures humanoïdes avec 2 ou 3 prothèses sur le visage, ici Rocky est une entité véritablement étrangère. Il ne voit pas comme nous, il ne respire pas notre air et communique uniquement par des notes de musique. C'est dans ce défi de communication que le film devient alors brillant. Au lieu de nous sortir un traducteur universel magique au bout de 2 minutes, on assiste au processus laborieux, presque documentaire, de la création d'un langage commun. C'est fascinant de voir ces deux espèces, issues de mondes radicalement différents, s'apprivoiser par le biais de mathématiques et de physique, et qui deviennent ici les seules langues universelles en quelque sorte, au-delà de l'aspect technique. Eh bien c'est l'empathie qui nous cueille et on se surprend à ressentir des émotions profondes pour ce rocher à 5 pattes. L'alchimie entre le jeu physique de Ryan Gosling et cette masse de pixels, et d'animatronique aussi, est bluffante. On est loin de la rencontre métaphysique et parfois un peu froide d'un film comme Premier Contact. Ici, on est au contraire dans la camaraderie pure, dans l'humour partagé et dans une forme de tendresse universelle. Ce film nous rappelle avec brio que la seule curiosité est peut-être le seul outil capable d'unir les civilisations séparées par des années-lumière. Oui, je vous le confirme, en 2026, on peut chialer pour un rocher extraterrestre, et c'est quand même une sacrée nouvelle quand on voit l'état de notre planète. Pourtant, au milieu de cet optimisme galactique et de cette amitié spatiale, le film n'oublie pas de nous rappeler le prix réel de la survie. Et c'est là que le rôle de Sandra Hüller, dans la peau d'Eva Stratt, devient absolument crucial. Si les scènes dans l'espace sont portées par l'espoir, les flashbacks sur Terre nous ramènent au contraire à une réalité beaucoup plus brutale et glaciale. Eva Stratt n'est pas là pour faire des blagues, bah tu m'étonnes, elle est allemande en même temps. Mais enfin bref, c'est la chef de projet investie de pouvoirs dictatoriaux par toutes les nations du monde et elle a une seule mission, sauver l'espèce, peu importe le coût humain ou moral. Sandra Hüller apporte donc une autorité et une froideur nécessaires qui ancrent le film dans une certaine gravité qui est bienvenue. À travers son personnage, le scénario pose des questions éthiques qu'on voit rarement d'ailleurs dans des blockbusters de cette ampleur. Est-ce qu'on a le droit de violer le consentement d'un individu pour le bien de milliards d'autres ? Jusqu'où peut-on aller dans la trahison pour garantir un futur à l'humanité ? Cette dualité entre la légèreté de Gosling dans le vaisseau et la poigne de Hüller sur la Terre plutôt, crée un équilibre parfait à mon sens. Elle incarne le pragmatisme absolu face à l'apocalypse, ce qui donne une épaisseur dramatique indispensable au récit. On comprend que derrière chaque découverte scientifique de Grace, eh bien, il y a eu des décisions politiques et humaines atroces prises par Stratt. Ce contraste nous empêche de tomber dans le simple divertissement disneyifié entre guillemets et nous oblige à réfléchir à ce que signifie vraiment le mot héroïsme quand on a le dos au mur. Toute cette tension morale et cette rigueur scientifique ne fonctionneraient pas sans une mise en scène capable de leur donner vie. Et c'est là que les choix de Phil Lord et Chris Miller s'avèrent être des coups de génie. On aurait pu craindre que les papas de la grande aventure Lego transforment cette épopée spatiale en une farce colorée.
Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Ils apportent ce que j'appellerais une énergie cinétique au film, qui reste jamais statique, même dans les moments les plus calmes de réflexion scientifique. La caméra est mobile, inventive, elle utilise chaque recoin du vaisseau pour créer du mouvement. Il y a une véritable vibe solaire dans ce film. Là où la science-fiction moderne a tendance souvent à s'enfoncer dans une noirceur assez dépressive, eh bien ici, Lord et Miller ont choisi au contraire l'émerveillement. Ils traitent l'espace non pas comme un vide mortel et froid, mais comme un terrain de jeu et de découverte. C'est particulièrement visible dans le travail de Greg Fraser à la photographie. Le mec est un monstre sacré, c'est lui qui est derrière notamment Dune ou encore The Batman, et il réussit ici un exploit, rendre le vaisseau Hail Mary chaleureux. On passe d'un format scope un peu étouffant pour les flashbacks terrestres à une immensité en IMAX pour les séquences spatiales. On ressent physiquement ce contraste entre le poids et la responsabilité sur Terre, et la liberté, certes dangereuse, de l'exploration galactique. Les transitions entre les époques sont d'ailleurs d'une fluidité exemplaire. Le montage utilise par exemple des parallèles visuels intelligents pour lier les souvenirs de Grace à ses actions présentes. C'est un cinéma généreux qui s'amuse avec ses propres codes sans jamais perdre de vue son sujet. On sent une sincérité désarmante dans chaque plan, une volonté de nous faire vivre cette aventure comme si on y était, à la manière des grandes productions Amblin de l'époque Spielberg. Mais donc, comme dans toute expérience scientifique, il y a toujours une petite marge d'erreur. Et Projet Dernière Chance n'y échappe pas totalement, malheureusement. Le premier bémol à mon sens, c'est la durée du film. 2h36, c'est un peu long, surtout quand le film repose sur une structure narrative qui est tout de même un peu répétitive. On a un problème qui surgit, on cherche une solution scientifique, on la trouve, et un nouveau problème apparaît. Si cette boucle est passionnante au début, elle finit par créer un léger sentiment de lassitude dans le dernier acte. On a parfois l'impression que le film ne sait plus trop comment s'arrêter, nous offrant ce que j'appellerais le syndrome du retour du roi, avec 3 ou 4 conclusions possibles successives qui étirent inutilement à mon sens la fin du film. L'autre point de friction pour moi, c'est la bande originale de Daniel Pemberton. Le compositeur est brillant, certes, il nous l'a prouvé sur le Spider-Verse notamment, mais ici, il semble avoir eu la main un peu lourde, la musique est à mon sens un peu trop présente, souvent assez forte, et elle cherche parfois à nous dicter ce qu'on doit ressentir au lieu de laisser le spectateur se faire happer par l'image. Dans les moments de pur climax, elle devient presque envahissante, et elle nous arrache une émotion de manière un peu artificielle alors que la situation se suffisait à elle-même. Enfin, on pourra reprocher aussi au film d'être peut-être un peu trop propre. Face à une extinction de masse, l'ambiance reste ici étonnamment légère. Si l'optimisme est la force du film, c'est aussi un peu sa limite. On perd parfois ce sentiment de vertige métaphysique, cette peur viscérale du vide qu'on pouvait ressentir notamment dans Gravity ou encore Interstellar. C'est un blockbuster feel good, et c'est très bien ainsi, mais cela se fait parfois un peu au détriment d'une certaine profondeur dramatique qui aurait rendu l'impact final encore plus puissant, mais c'est un choix qu'on peut comprendre aussi. Objet en approche. C'est pas vrai. Alors, en gros, j'ai rencontré un alien. Et on est devenus assez proches tous les deux, mais quand même pas au point de se reproduire. Alors, verdict final, Projet Dernière Chance porte bien son nom, autant pour son intrigue que pour le cinéma de genre. C'est un véritable acte de foi, 200 millions de dollars misés sur la science et la coopération plutôt que sur des recettes faciles. Malgré les quelques longueurs du dernier acte et une musique un peu envahissante, eh bien Lord et Miller réussissent à mon sens leur pari. Ils nous rappellent avec brio que l'intelligence, la méthode et la curiosité restent nos meilleurs outils de survie, même à des années-lumière de la Terre. L'allégorie de l'astrophage m'a particulièrement frappé. C'est une métaphore puissante de nos propres défis climatiques et environnementaux, une menace globale et invisible qui exige de mettre nos égos de côté pour espérer un futur meilleur. C'est un feel-good movie donc, artisanal de luxe, magnifié par la photographie de Greg Fraser et porté par un duo Gosling-Haller impérial. Si vous voulez un grand spectacle qui stimule autant vos neurones que votre cœur, ne passez pas à côté. C'est la preuve qu'en 2026, l'audace et la sincérité payent potentiellement encore au box-office, en tout cas je l'espère.
Voilà, c'était mon avis sur ce film, qui s'impose à mon sens déjà comme une référence de la science-fiction de cette décennie. J'ai maintenant hâte de connaître votre avis. Est-ce que la relation entre Grace et Rocky vous a autant touché que moi? Est-ce que vous avez trouvé les explications scientifiques accessibles ou un peu trop denses? Vous me direz tout ça dans les commentaires, on va en débattre, et si l'analyse vous a plu, n'oubliez pas s'il vous plaît de laisser un petit pouce bleu, ça aide évidemment énormément la chaîne et la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses de films ou de séries, et d'ici là, gardez l'œil ouvert, restez curieux, et surtout n'oubliez pas que l'espace est bien trop grand pour qu'on y reste seul. Ciao!